Alors, on va jouer un peu avec le texte. Donc, vous avez l'outil texte. Donc, Illustrator, pour ce qui est de faire des titres, des quelques mots, il est extrêmement fort par rapport à InDesign parce qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses au niveau graphique. Mais par contre, pour des longs textes, il sera moins fort que InDesign, bien sûr. Donc, on va utiliser l'outil texte et tant qu'à faire, on va garder le bouton la souris enfoncé sur l'outil, ce qui va ouvrir le menu qui est derrière et on va entrer dans le menu et aller jusqu'à la barre verticale ici, ce qui va détacher la palette. Comme ça, vous voyez directement qu'on peut détacher toutes les séries d'outils. Chaque fois que vous avez un petit triangle en bas à droite d'un outil, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont cachés. Moi, bien, on peut les détacher comme ça. C'est parfois pratique. Donc, l'outil texte tout simple, là, on va l'utiliser de deux manières différentes. Contrairement à InDesign, il y a deux manières différentes de l'utiliser. Soit on enfonce et on tire, allez-y, enfoncez et tirez. Ça fait un bloc et directement, il vous met du lorem ipsum pour vous montrer ce que ça va donner. Ça fait un bloc texte. Voilà. Alors, pour manipuler le bloc texte, il va falloir chez moi certainement que j'aille demander quelque chose que vous avez et que je n'ai pas. Je viens de le faire, on va en parler. Vous avez les poignées qui apparaissent et quand vous manipulez ça, c'est la dimension du bloc texte. Alors que l'outil de transformation manuelle, donc là c'était la flèche noire, mais l'outil de transformation manuelle, lui, il va permettre de modifier la dimension du bloc en prenant une poignée sur le coin, en enfonçant la touche Shift pour que les proportions soient gardées et en lâchant le bouton de la souris, puis la touche Shift. Et le danger de la transformation manuelle, c'est que si on l'utilise sans enfoncer la touche Shift, ben on peut obtenir ce genre de choses ou ce genre de choses, ce qui est très mauvais. Écraser le texte dans un sens ou l'autre, il ne faut pas. Donc, ça fonctionne comme dans InDesign, en fait. Dans InDesign, c'était comme ça aussi. Si on voulait modifier un bloc texte et son contenu, que le texte se dimensionne à l'intérieur, c'était l'outil de transformation manuelle, mais il ne fallait pas oublier d'enfoncer la touche majuscule pour que les proportions soient gardées. Ici, je vais annuler. Voilà. Alors, on a une palette historique comme dans Photoshop, un menu fenêtre historique. Voilà, une palette historique que je peux agrandir. Je vous conseille vraiment, si elles sont coincées sur le côté, bien sûr, vos palettes, de les détacher par l'onglet avec son nom et de pouvoir l'agrandir, la positionner où vous voulez sur l'écran. Ce sera beaucoup mieux que d'avoir les palettes coincées sur le côté. Donc, régulièrement, on va faire comme dans les autres logiciels Photoshop et InDesign, on va faire Shift tabulation pour se débarrasser, pour nettoyer toutes les palettes qui traînent là sur le côté. C'est une manière de faire. Il y en a qui aiment bien commencer à parler des espaces de travail, fenêtre, espace de travail, commencer à se faire un espace de travail personnalisé avec ses propres palettes. Pourquoi pas? Vous allez voir des gens qui expliquent ça. Moi, je ne vais pas le faire, mais c'est une manière de faire. On peut positionner les palettes comme on veut sur l'écran, les mettre sur la droite si on veut et enregistrer l'espace de travail. Et pouvoir le récupérer donc dans la liste qui est là, dans menu fenêtre, espace de travail. Mais donc, comme ça, vous êtes au courant, moi, je ne vais pas procéder comme ça. Je vais, comme dans InDesign et Photoshop, mettre les palettes comme je le sens. Et puis, je nettoie régulièrement avec Shift tabulation et je vais rechercher les palettes dans le menu fenêtre. Je pense que pour les débutants, c'est pas plus mal. Voilà, donc palette historique qui existe dans Illustrator et qui n'a pas, à ma connaissance, de limite, contrairement à Photoshop, mais il faudrait que j'aille voir dans les réglages pour en être vraiment certain le nombre d'états. Ah si, j'ai dit une bêtise. Dans les préférences performance, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais vous voyez que vous avez le nombre d'états d'historique ici. Ah, mince alors, c'est même pire que Photoshop. Ça, c'est Zarbi quand même.
à moins qu'on puisse revenir quand même plus de 200 fois en arrière, mais que ça n'apparaisse pas dans l'historique. Bon, c'est pas grave. Oui, Photoshop, c'était 1000 maximum. Ce qui est bizarre hein, pour un logiciel vectoriel qui normalement, euh, voilà, a besoin de moins de mémoire que Photoshop. Ça m'étonnerait qu'on ne puisse pas aller au-delà de 200, mais bon, de toute façon, régulièrement, vous allez enregistrer les travaux et pour revenir en arrière, beaucoup, il faudra juste fermer le travail et réouvrir le précédent, hein, si vous avez vraiment foiré un truc. Donc ça, c'était la première chose, le bloc texte. Bien, vous allez avec l'outil, avec les outils de géométriques ici, qu'on va sortir aussi. On va enfoncer le bouton sur le rectangle, par exemple. Ne le confondez pas avec le dégradé qui est en bas, hein. C'est pas le rectangle, ça, hein. On parle bien du rectangle ici. Vous allez entrer dedans jusqu'à la barre verticale et vous allez prendre l'outil ellipse et vous allez pouvoir tracer une ellipse vite fait. Voilà. Au niveau de sa couleur, est-ce que vous avez du noir aussi? OK, donc quand l'objet est sélectionné, c'est comme dans InDesign, en fait, il faut vraiment sélectionner l'objet sur lequel on travaille avec la flèche noire. Mais enfin, on venait de le créer, il était sélectionné. Vous avez la case de premier plan avec le fond, la case de fond qui est là au premier plan. Et avec le nuancier, vous allez pouvoir choisir les couleurs. Donc, menu fenêtre, nuancier. Voilà le nuancier. Et on peut envoyer une couleur du nuancier dans la case de fond. Bien sûr, on pourrait aussi créer ses propres couleurs comme dans InDesign avec le menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. On ne va pas le faire tout de suite. Alors, il est techniquement possible, comme dans Photoshop, de double-cliquer sur la case de premier plan pour faire apparaître le sélecteur de couleurs. Et avec le bouton T enclenché ici, on a la teinte dans la réglette verticale, donc c'est la couleur sans sa composante saturation et luminosité. Et puis une fois qu'on a choisi la teinte, on doit, dans le grand carré, en horizontal, c'est la saturation, en vertical, la luminosité, on doit affiner son choix. Et OK. Et le problème de ça, c'est que, voilà, c'est problématique. Il ne faut pas procéder comme ça pour choisir les couleurs dans Illustrator. Il vaut mieux les créer et les appliquer par le nuancier. Parce que quand vous appliquez une couleur du nuancier à plusieurs objets de l'illustration, si vous modifiez la couleur dans le nuancier, ça va modifier toutes les couleurs de tous ces objets qu'il utilise. Voilà. Tandis qu'ici, la couleur que vous avez peut-être choisie, ben, vous ne la voyez pas. Elle n'est pas dans le nuancier. Bien sûr, on pourrait l'ajouter, mais tout ça complique les choses. Donc moi, je vous dis, dans Illustrator, c'est comme dans InDesign d'ailleurs, c'était le même principe. Ne choisissez pas vos couleurs à la manière de Photoshop en double-cliquant sur l'échantillon. Même si techniquement on a l'impression que ça marche, ça va vous poser des problèmes pour la suite au niveau créatif. Oui, parce que ce qui est génial, c'est comme dans InDesign, c'est qu'on peut faire une illustration. Dans InDesign, on peut faire une mise en page avec les mauvaises couleurs au départ. Vous pouvez évacuer le problème des couleurs, vous mettez n'importe quoi comme couleur, et puis après, à un certain moment, vous appliquez les bonnes couleurs que vous allez peut-être chercher sur le web, des harmonies de couleurs. Mais ça fonctionnera bien, surtout si vous avez appliqué les couleurs par le nuancier. Donc, on verra la notion de couleur globale. Dans InDesign, la couleur est d'office globale, alors que dans Illustrator, il faut le demander. Ça veut dire quoi global? Ça veut dire qu'il y a un lien entre la couleur du nuancier et les objets. C'est ça qui permet que quand on modifie la couleur dans le nuancier, tous les objets qui utilisent cette couleur se modifient. Donc là, d'office, il n'y a aucune couleur globale actuellement dans le nuancier. Parce qu'en fait, ce qui est bien de Oui, alors je réponds à ta question. Oui, je peux comprendre que quand on double-clique sur le carré dans la palette des outils et qu'on a un sélecteur de couleurs, c'est pratique d'avoir la couleur là, c'est sympa. C'est peut-être plus pratique que les curseurs quand on crée une couleur dans le nuancier, en effet. Et à ce moment-là, il ne faut pas oublier de l'ajouter au nuancier. Donc, il ne faut pas oublier de demander
dans le menu de la palette nuancier, par exemple, ajouter les couleurs sélectionnées. Si on a plusieurs couleurs, plusieurs objets sélectionnés, sinon le clic sur le petit plus en bas là va ajouter la couleur. Voilà, oui, à ce moment-là, c'est pratique. Et à ce moment-là, tiens, elle est globale. Il y a le petit triangle en bas à droite qui indique qu'elle est globale. Si je l'utilise sur plusieurs objets, je vais pouvoir modifier. D'ailleurs, on va faire le test tout de suite. Donc oui, on peut utiliser le sélecteur de couleurs, mais c'est bien d'ajouter au nuancier après. Ok, faites différentes formes, pourquoi pas, avec la même couleur, c'est bien. Voilà. Donc j'en ai fait 3. Ensuite, je vais peut-être faire 2, 3 autres formes que je vais sélectionner avec la flèche noire, soit par clic, shift-clic, soit en englobant, ne fût-ce que partiellement, les formes, elles sont sélectionnées, et j'applique une autre couleur du nuancier, voilà. Et on va pouvoir tester ça. Les couleurs globales, puisque finalement, on l'a vu assez tôt, c'est bien, grâce à ta question. Donc, vous pouvez cliquer à côté des objets quand ils sont faits. Et donc, normalement, pour Illustrator, il n'y a rien qu'on modifie là, puisque rien n'est sélectionné. Mais si on va double-cliquer sur la nuance globale qu'on a ajoutée au départ du premier objet, je vous rappelle, on a fait le petit plus là. Voilà, si on va double-cliquer en n'ayant aucun objet sélectionné, on a la case aperçue qui est cochable, et on va pouvoir modifier les curseurs, et ça modifie la couleur de plusieurs objets en même temps. Et ça, c'est pratique, bien sûr, si vous mettez du noir à 100%, quel que soit ce que vous mettez là, vous voyez rien comme différence. Logique, hein, 100% d'encre noire. Voilà. Donc, je mets quand même le noir à moins de 100%. Alors, une astuce qui fonctionne dans tous les cas, dans tous les logiciels Adobe, je vous l'ai peut-être déjà donné. Si vous avez, par les curseurs ici, trouvé la couleur qui vous intéresse, mais ce n'est pas la bonne luminosité, vous enfoncez la touche Shift et vous bougez n'importe quel curseur qui n'est pas à 0 ou à 100, et ça modifie la luminosité. Donc là, j'ai une couleur brique, et avec la touche Shift, je suis en train de modifier la luminosité de cette couleur brique. OK. Donc toujours en n'ayant aucun objet sélectionné, si vous double-cliquez maintenant sur la couleur que vous avez appliquée sur les autres objets, vu qu'elle n'est pas globale, ben ça ne modifie pas. Voilà. Et alors vous avez un curseur, donc vous avez une case à cocher ici, globale, mais ça n'influence pas non plus, parce que les objets n'ont pas été reçu la couleur au moment où il était global. Donc, vous voyez, même si en ayant coché l'option globale, elle a ce petit triangle blanc qui indique qu'elle est globale, vu que les objets ont reçu la couleur avant qu'elle soit globale, ça ne marche pas. Donc, vous avez compris le principe du lien entre la couleur du nuancier et les objets, c'est super pratique. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment, au départ, faire des illustrations avec n'importe quoi comme couleur. Et puis, faire des tests. Il y a plein de tests, plein de manières de recoloriser des images, des illustrations dans Illustrator. En voilà une. Donc, le double-clic et modification. Bon alors, techniquement, je vais devoir réappliquer la couleur que j'avais appliquée au moment où elle n'était pas globale. Donc, je peux englober les 3 formes. On verra plus tard qu'on peut faire une sélection automatique des couleurs, des formes qui ont une certaine couleur dans l'illustration, mais là, vu qu'elles sont les 3 l'une à côté de l'autre, c'est facile. J'englobe les 3 formes, je leur applique la couleur globale en question, et à partir de là, même quand elles ne sont pas sélectionnées, si je double-clique sur la couleur, je vais pouvoir modifier. Ça s'applique au texte aussi. Oui, ça s'applique au texte, bien sûr, et sur le texte, on peut mettre des motifs, des dégradés, on peut vraiment faire la création des marques, par exemple, hein, des logos pour des marques, tout est possible dans Illustrator. Voilà. Et sur Ah oui, là, si on veut mettre une couleur différente sur une des formes,
Ben, il vaudrait peut-être mieux que la couleur soit globale avant qu'on l'applique. Donc, soit je double-clique sur une couleur existante et je coche global. À partir de là, même quand c'est pas sélectionné, si je double-clique sur la couleur, ça devrait modifier la forme. Voilà. Ou alors, quand je crée la couleur par le... Ici, nouvelle nuance. Ben, global est d'office coché. Et voilà. On va pouvoir créer une couleur qui est d'office global. Et quand on l'applique, forcément... Mais c'est par exemple, il y a les 3 qui sont roses et il y en a une qui est plus. Donc, ta question, c'est, on a les 3 formes qui ont la même couleur rose, par exemple ici, mais il y en a certaines qui sont d'un rose différent. Ben, plus clair, il y a plusieurs solutions pour faire plus clair. Il y a l'opacité, mais il y a aussi le système de la teinte. Mais elles pourraient garder le même. Voilà, mais ça, c'est la transparence, hein. Par exemple, si je mets la forme, elle a été créée après les formes brunes, là, donc si je la superpose, elle est en transparence. Donc ça, c'est pratique, hein. Vous avez tous et toutes la barre contrôle, là? Sinon, c'est menu fenêtre, contrôle. Elle est super importante, hein. Elle montre des choses qui viennent des palettes. Donc voilà. Bon, ben voilà, vous avez déjà vu la transparence comme ça. C'est une des manières de diminuer la force de la couleur. Donc oui, pour répondre à ta question, en effet, même quand on applique à des formes une couleur qui n'est pas globale, on arrive à modifier la couleur de ces formes. Mais il faut les sélectionner. C'est ça, hein. Si je suis obligé de les sélectionner pour pouvoir aller double-cliquer sur la couleur et modifier. Tandis que si c'est une couleur globale, l'intérêt, c'est qu'on ne doit pas nécessairement sélectionner. Oui, si on veut changer une des formes, bah, alors il va falloir, la sélectionner et lui appliquer à elle une couleur, réelle pour elle. Voilà. Oui, ça, c'est toute une gestion. Bien, donc je vais déjà enregistrer ça pour les archives. Je vais appeler ça intro et je vais mettre un petit 01 à côté parce que c'est l'introduction au fonctionnement de Illustrator. Bien, vous vous souvenez que, évidemment, si je clique avec l'outil flèche noire sur le texte, je vois des poignées qui me permettent de modifier la dimension du texte. Et quand je clique sur une forme, je vois des poignées qui permettent de modifier la dimension de la forme. Tout ça paraît très logique. Alors moi, je vais vous conseiller une méthode de travail. Après, vous le faites ou pas, c'est vous qui voyez. Je vais faire disparaître ce cadre de transformation. Alors on y va par le menu Fenêtre. Par le menu Fenêtre, excusez-moi, menu Affichage. Affichage, je vais demander masquer le cadre de sélection. Alors, ne confondez pas avec masquer le contour de sélection. On va voir un peu plus tard à quoi ça correspond. Ici, c'est masquer le cadre de sélection. Du coup, quand je sélectionne une forme ou l'autre avec la flèche noire, quand je clique sur elle, je vois ces points de construction. Et ça, c'est bien pratique. En permanence, je vois ces points de construction. Par contre, si je clique sur le bloc texte, ben oui, je vois ces points de construction, mais je ne vois plus le cadre pour le transformer. Voilà, donc ça, c'est ennuyeux. Mais je vous conseille quand même, dans le menu affichage, de masquer le cadre de sélection. Maintenant, le menu affichage vous propose forcément de l'afficher, mais je le garde masqué, je ne vais pas dans le menu affichage. Et donc, si je veux modifier une forme, je vais devoir utiliser l'outil de transformation manuelle. Voilà, transformation manuelle. Donc, un peu comme dans InDesign. Transformation manuelle, on va pouvoir modifier les
proportion, mais aussi tourner. Et d'ailleurs, ça tourne parfois. Quand on prend une poignée, ça tourne. Donc, je fais CTRL-Z si c'est pas ça que je voulais. Donc, tourner, c'est comme dans InDesign, c'est sur l'extérieur et dans Photoshop aussi d'ailleurs. Et on peut tourner. Par contre, avec certains objets comme le bloc texte, si je le sélectionne avec la flèche noire, et je sais que la transformation manuelle, ça ne va pas aller parce que ça va transformer aussi le contenu. Donc, c'est pas bon, j'annule. Donc, dans ce cas-là, si je veux vraiment modifier les dimensions du bloc texte, je ferai réapparaître le cadre de sélection. Ou alors, j'y vais avec la flèche blanche, je clique à côté. Alors, il faut trouver où est la ligne. Je clique avec la flèche blanche sur la ligne, je la bouge en enfonçant la touche Shift et je peux agrandir comme ça. Voilà. Donc, c'est une solution aussi. L'avantage de la flèche blanche, c'est que je peux cliquer sur un des points. Vous voyez qu'on ne voit pas où il est, en fait, hein, sauf quand on le survole. Mais dans ce cas-là, vous enfoncez commande Y. C'est le passage en affichage squelette, en affichage sans couleur. Commande Y. CTRL Y sur le PC, bien sûr. Et là, je peux prendre une poignée du coin et je peux aller modifier la dimension du bloc, même faire des blocs de n'importe quelle forme. Le texte peut aller dans n'importe quelle forme, en fait. Nous, on avait démarré d'un bloc texte fait avec l'outil texte, mais voilà. Et même chose pour les autres formes. On peut aller modifier les points. On a des petites boules, ce sont les poignées des tangentes. On peut aller modifier ça. Voilà. Commande Y sur le Mac, CTRL Y, fait réapparaître les couleurs. Dans le cas des formes, ça marche très bien. Dans le cas du bloc texte, je ne vois pas bien où sont les limites du bloc texte. Oui, si en cliquant sur lui, mais cliquer sur lui, ça active les 4 points. Donc, quand j'en prends n'importe lequel des 4, tout bouge. Donc, ce n'est pas la solution. Il faut vraiment que je survole à l'endroit où se trouvent les points, mais on ne les voit pas toujours. Donc, commande Y, CTRL Y. Voilà. Très pratique, l'affichage sans les couleurs de temps en temps. Bien sûr, on peut ajouter des points, faire des courbes là-dessus, etc. Ce sera vu plus tard. Vous avez compris le principe? Les manipulations des formes comme ça. Donc, les formes peuvent s'empiler les unes sur les autres. Elles sont déjà empilées, mais comme elles ne sont pas au même endroit, ça ne se voit pas. Mais par exemple, si vous prenez avec la flèche noire le bloc texte et que vous le mettez derrière une forme, vous voyez que le texte est forcément derrière parce qu'il a été créé avant. Donc, les dernières formes sont sur le dessus. Il est possible d'envoyer la forme tout au-dessus, comme dans InDesign, objet disposition, premier plan, objet disposition, premier plan, et voilà, il est au premier plan. Vous avez aussi la possibilité, comme dans InDesign, de le faire par la palette des calques, menu, fenêtre, calque. Voilà, on n'a qu'un seul calque. Et quand on déploie le contenu du calque, c'est comme dans InDesign, on va pouvoir prendre un objet et le placer dans l'empilement. Alors, par rapport à la palette des calques, il y a plusieurs choses à dire. Pour l'instant, on a sélectionné les objets en cliquant sur eux avec la flèche noire. Bon, mais si vous avez un objet qui est complètement derrière un autre, comme ça par exemple, quand vous cliquez avec la flèche noire, c'est l'objet de devant qui se sélectionne. Avec la touche CTRL enfoncée, ça permet de sélectionner l'objet derrière. C'est comme dans InDesign. Vous avez un objet qui est complètement derrière un autre, impossible de cliquer sur lui pour le sélectionner. Donc avec, quoique ici dans le cas du texte, ça va marcher.
parce que le bloc texte n'a pas de couleur de fond. OK, voyons ça. Voilà. Là, j'ai mis un bloc qui cache complètement mon rectangle. Oui, avec le bloc texte, ça faussait les choses parce qu'entre les caractères, c'est de la transparence. Mais voilà la preuve que ça marche. Vous avez un objet qui est complètement devant mon rectangle brun. Si je clique, ça sélectionne pas le rectangle brun. Contrôle-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac, finit par sélectionner l'objet qui est derrière. Et là, je peux le prendre par son bord et le bouger. Il y avait aussi l'autre solution, bien sûr. Commande Y, passer en affichage squelette, et à ce moment-là, les couleurs n'empêchent pas de sélectionner directement l'objet. Le commande Y permet de sélectionner l'objet même s'il est derrière, directement. Voilà. Et alors, pour sélectionner l'objet par la palette des calques, c'est le gros piège du débutant dans Illustrator, c'est qu'on ne sélectionne pas l'objet en cliquant comme ça sur lui. On le sélectionne par sa petite cible ici. Et donc à ce moment-là, peu importe lequel est activé, on sélectionne l'objet par la petite cible. Voilà, c'est comme ça. Il y a une des cibles qui est grise, vous le voyez, par rapport aux autres. Ça indique qu'on a mis un effet spécial sur cet objet. Quand vous sélectionnez l'objet par sa cible, vous voyez duquel il s'agit? C'est celui-là, en fait, hein, c'est celui qui a subi la transparence. Donc, l'objet qui a subi un effet spécial a une cible grise qui est là. On peut changer l'interface dans Illustrator, comme dans les autres logiciels Adobe. Donc, c'est dans le réglage interface utilisateur, vous avez le choix de 4 intensités. Je vais mettre la plus foncée ici. OK. Donc voilà. On voit bien les choses. On voit bien qu'il y a un objet qui a une cible grise. Je vais cliquer à côté, aucun n'est sélectionné. Voilà. À côté de la page, aucun n'est sélectionné. On voit bien qu'il y en a un qui a un effet spécial, celui qui a la cible grise. Je vais juste retourner dans l'interface utilisateur, choisir le gris suivant. Il est un peu plus clair par rapport au trait foncé. Voilà. Je choisis le gris suivant. Voilà, je clique à côté. Et là, vous risquez d'avoir un problème. Si vous regardez, dans la palette des calques, on a un objet qui a un effet spécial, mais c'est à peine si on voit qu'il y a une cible qui est différente des autres, qui est un peu plus foncée. Donc, gros piège parmi les 4 couleurs d'interface, moi, je déconseille absolument d'utiliser le gris clair, mais pas le plus clair, hein, le gris avant le plus clair, à cause de ça. Comme ça, vous êtes au courant, ça marche comme ça. Ce gris-là, moi, je le déconseille pour cette raison-là. Maintenant, parfois, sur certains écrans, ça peut donner différent. Vous pouvez mieux voir, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, là, ça me paraît très clair qu'il y a un objet qui a un effet spécial. Ça me paraît évident. Alors ici, vous allez sélectionner un objet et on va lui appliquer une couleur. Donc, menu de la palette nuancier, par exemple, nouvelle nuance. Et alors ici, vous avez jusqu'à présent créé des couleurs, des mélanges d'encre. Il est possible, bien sûr, comme dans InDesign, de travailler en RVB. Donc, passer en mode RVB. Donc, il y a 2 grands types de couleurs dans Illustrator. On en parlera plus tard. On est en couleur quadri. Je crée une couleur globale, tant qu'à faire, oui. Et avec
les curseurs, je vais faire une couleur assez vive. Donc ici, on m'indique, attention, à l'impression, elle va ternir. Si vous cliquez là-dessus, ça va rabattre la couleur. On dit rabattre la couleur, c'est le terme. Il y en a d'autres certainement. Mais donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous allez quand même faire une couleur vive. Donc, soit avec soit du vert très vif, soit du cyan très vif, soit du magenta. Vous voyez ce que vous allez faire comme couleur. C'est pour la démonstration. Ceci, Ouais, que on reste un homme, c'est MVP, non, oui, ceci, c'est juste par rapport au web, l'hexadécimal. Ici, vous avez la couleur que vous avez choisie qui s'affiche en code hexadécimal pour le web. Le vrai code hexadécimal pur, vous avez des paires de lettres ou de chiffres. Mais là, c'est un mélange, donc ceci serait pour ramener en hexadécimal strict, mais ça n'a pas d'importance pour vous. Alors, quand vous cliquez sur OK, vous allez remarquer quelque chose, c'est que la couleur vive que vous avez choisie ne s'applique pas vif. Donc ça, c'est parce que le mode du document SCMJN, toute couleur vive qui est mise dans le document, même si on l'a définie en RVB, elle va être bridée. Il y a une simulation de ce qui se passe à l'impression pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Mais vous pouvez quand même mettre une couleur vive dedans. Oui, même dans le nuancier, la couleur que j'ai créée vive, elle est plus vive, hein. Voilà. Donc, on peut malgré tout afficher les couleurs vives. Donc, vous allez dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document, et vous choisissez couleur RVB. Et là, j'ai la couleur utilisée actuellement par le document, par la forme, je veux dire, je vais la modifier. Donc, il est bien maintenant indiqué RVB ici. Voilà, et vous mettez une couleur vive, vous créez une couleur vive, et elle s'affiche vive dans le document. Maintenant, vous avez toutes les couleurs que votre moniteur est capable d'afficher peuvent être mises sur des formes. C'est du RVB. Votre moniteur est RVB aussi. Bon, en réalité, c'est un peu... Il y a des bémols, mais... C'est-à-dire que si vous avez un moniteur qui est plus performant qu'un moniteur de secrétariat, il va falloir quand même régler InDesign d'une certaine manière. Non, Illustrator, je veux dire d'une certaine manière. Parce que d'origine, dans édition couleur, les logiciels Adobe sont prévus pour créer des couleurs pour du matériel bas de gamme. Si vous êtes photographe ou graphiste et que vous avez investi dans un moniteur haut de gamme qui affiche plus de couleurs que la norme standard RGB, donc les moniteurs de secrétariat, si vous ne modifiez rien là, vous avez investi de l'argent pour rien. Votre moniteur, vous n'allez pas pouvoir mettre des couleurs dans vos images alors que votre moniteur est capable de les afficher pourtant. Ça, c'est au moment où Adobe a implémenté la gestion des couleurs, donc les profils couleurs dans les logiciels. Ça date d'il y a 25 ans. Tout le monde en discutait sur les forums, sur le web, l'embryon de web qui existait à l'époque, hein. Attention, vous devez changer les profils couleurs dans les logiciels parce que sinon, c'est du sRGB, vous ne profitez pas de votre moniteur un maximum, ça n'affiche pas toutes les nuances que votre moniteur à 4 000 € est pourtant capable d'afficher, voilà. C'est le genre de choses que vous voyez sur les forums. On va pas ici, on va laisser comme ça, mais vous êtes au courant comme ça. Quand je vous dis qu'en RVB, on peut mettre toutes les couleurs que votre moniteur peut afficher, c'est un peu pas tout à fait vrai. Dû au réglage de Illustrator. Et même chose dans Photoshop et InDesign. On a ce réglage des profils couleurs.
Et ce réglage des profils couleurs peut être modifié d'un coup sur tous les logiciels Adobe de votre ordinateur en passant par le logiciel Bridge qui sert à synchroniser les profils sur tous les logiciels. Donc, vous n'êtes pas obligé dans chaque logiciel d'aller changer ça. Ça peut être modifié d'un coup via Bridge. Fin de la parenthèse. Donc voilà, toute nuance quasiment peut être créée. Ah, petit problème d'affichage ici sur mon ordinateur, c'est un peu lent aujourd'hui, mais ça va aller. Donc voilà, je crée des couleurs très vives. Là, j'avais aucune forme sélectionnée, donc elle s'est appliquée sur aucune, mais je peux l'appliquer sur n'importe quelle forme. Et ça peut même se déplacer du nuancier vers la forme sans l'avoir sélectionné, ça marche. Ça arrivera sur la chose qui est en avant-plan ici. Dans ce cas-ci, c'était le fond qui est en avant-plan, pas le contour. Voilà. Donc le déplacement direct du nuancier vers la forme, ça fonctionne. Donc si votre illustration montre des objets qui doivent avoir des couleurs vives, vous faites du manga, vous faites des choses en rapport avec la cuisine, des légumes, des choses comme ça, ça peut être intéressant de pouvoir mettre des couleurs vives, de ne pas se restreindre à la gamme des couleurs imprimables chez l'imprimeur. Et c'est vraiment le pire des périphériques, en fait. Au niveau des couleurs, c'est pire qu'une imprimante jet d'encre. On imprime beaucoup moins de couleurs vives chez l'imprimeur que sur une imprimante jet d'encre. Et l'imprimante jet d'encre imprime moins de couleurs vives que ce que l'écran peut en afficher. Donc, si votre illustration, vous avez nécessité de mettre des couleurs vives, c'est la solution. Donc, nous, ici, on a été changé après avoir créé le document. Mais bien sûr, vous avez peut-être vu que quand on crée un nouveau document, on a, dans les options avancées ici, le mode, on peut choisir RVB. Ici, je ne vais pas créer le document, je ferme avant d'avoir créé. Et donc, il y a deux manières d'utiliser Illustrator. Soit vous créez des documents CMJN et vous ne pouvez pas mettre dans Illustrator, dans vos illustrations, toutes les couleurs que votre écran peut malgré tout afficher. Par contre, vous avez toutes les couleurs que vous mettez, vous êtes à peu près certaine que ça va s'imprimer comme ça. Vous n'aurez pas de couleurs qui vont ternir. Donc, c'est une possibilité. On choisit, notre périphérique principal, c'est l'impression. Je fais un livre d'illustration pour les enfants et je veux ne pas avoir de surprise à l'impression, donc je fais des documents en CMJN. Ou alors, l'autre méthode, vous faites en RVB, vous mettez toutes les couleurs que vous voulez, y compris vives, tout en sachant que quand vous allez sortir chez l'imprimeur, le document, ça va ternir. Par contre, toutes vos illustrations visibles sur des écrans ordinateurs, tablettes, smartphones, les couleurs vives, ça passe. Donc, c'est vraiment un choix. Je ne dis pas qu'il faut faire toujours des documents en RVB dans Illustrator. Par contre, méfiez-vous des gens qui vous disent qu'il faut toujours faire en CMJN dans Illustrator. Là, il n'y a pas de raison. On est en 2024, c'est pas comme dans les années 90 ou 80 où on ne faisait que de l'impression et rarement pour la télévision des choses. Mais maintenant, il y a plein de périphériques qui sont performants et de plus en plus. Vous avez vu la dernière tablette de Apple en OLED 2 couches qui affiche encore plus de couleurs. Et chez Samsung, il y a certainement l'équivalent. Je ne fais pas la pub de Apple, mais c'est pour dire que maintenant, avec les écrans OLED, c'est encore mieux qu'avant. J'allais dire encore pire, mais dans le sens encore mieux. Il y a encore plus de couleurs vives qui s'affichent. Donc, il faut juste savoir ce qu'on fait. Il faut être au courant que Illustrator peut créer des documents avec des couleurs vives. Après, on repasse le document Illustrator dans InDesign, comme on l'avait fait pour Photoshop l'autre jour, et on fait une exportation pour l'imprimeur en PDF avec le profil qu'il vous indique, la norme PDFX qui vous indique, le profil colorimétrique qui correspond au papier que vous avez choisi, et vous avez une version PDF CMJN avec des couleurs plus ternes, mais voilà,